Bonjour à tous, eh bien, on reprend nos bonnes habitudes puisque nous sommes désormais en direct, contrairement à hier, c'était la plénière de la région, enfin la première plénière, la deuxième plénière, nous ne sommes pas en direct, par contre, nous parlerons quand même de cette plénière tout à l'heure. Nous avons aussi à faire un petit tour vers Margalante puisque vous savez que c'est depuis aujourd'hui la première étape du tour de Margalante et là-bas, Pascal Abattant se trouve en direct à Gambourg, on en parlera. Bien, les titres de l'actualité, ce sont c'est d'abord la plénière du conseil régional depuis hier, je vous dis suite aujourd'hui, cet attentat à Istanbul avec de nombreux morts et la fête du fruit à pain, on en parlera tout à l'heure. Sinon, notre invité principal, elle ne va pas s'échapper, c'est Échappée Belle, voilà, c'est ce bouquin que vous n'avez pas encore lu, qu'il faut lire, il est beau, c'est vrai, mais enfin, ça vaut le déplacement et ça vaut la lecture. Si vous n'avez rien ces jours-ci de prévu, prenez ce bouquin, faites comme moi, décortiquez-le. On reçoit tout à l'heure l'écrivaine, l'auteur avec Valérie Syracuse, bonjour. Bonjour. Plus tard, on fera un petit tour du côté des robes à corps, puisque la chronique Coco et les abricots sera consacrée aux robes à corps. C'est une mode qui ne passe pas et qui continue au jour le jour. Ce sera bien sûr avec notre amie Jocelyne Nanfri. Et puis la chronique médicale aussi avec le docteur Vilayandon. Et en fin de journal, nous reviendrons un petit peu sur tout ça. Voilà, le sommaire est donné. La réalisation aujourd'hui, c'est notre ami Zébris qui est de retour. Et tout de suite, on va commencer avec cette échappée belle échappée. Valérie Syracuse, je vous pose la question tout bêtement. Pourquoi on écrit ? Alors, on écrit parce qu'on aime déjà la lecture, oui. Et on veut aussi partager ses idées. On veut partager ses idées avec ses semblables. Et on écrit aussi parce qu'on a envie d'écrire sur la réalité d'un pays, d'une vie, d'une époque. Et à quel moment vous avez décidé, je veux être écrivain? Parce qu'en fait, vous êtes déjà à votre deuxième moment et j'imagine qu'il doit y avoir un troisième en route. Alors, je ne l'ai pas décidé, c'est venu soudainement, voilà. Soudainement? Oui. C'est venu à l'époque du LKP et pendant les 44 jours de grève, justement. Vous n'aviez rien à faire? Je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre et c'est venu, voilà. Ouais. Donc, vous n'avez pas, en fait, décidé un jour d'embrasser la carrière d'écrivain? C'est vrai que depuis toute petite, dans la famille, on lit beaucoup. Mais je n'avais pas encore pensé vraiment à écrire des livres. Voilà. Oui. Et vous disiez quoi? Quel est votre auteur préféré? Ne me dites pas 1m80, hein, comme avait dit une miss de la Guadeloupe il y a quelques années. Alors, c'est quoi votre auteur préféré? Alors, c'est-à-dire que bon, vos auteurs, peut-être plusieurs. Hein. Oui. Alors, comme auteur, je pourrais citer d'abord Émile Zola, bien sûr, oui. Parce que je veux dire, c'est son œuvre vraiment qui m'a inspirée, parce que c'est un auteur qui a écrit avec précision sur la vie de son époque. Et qui est très social aussi. Voilà, très social, c'est un auteur naturaliste. Et, mais parmi les auteurs contemporains, j'aime bien Anna Gavalda. Guillaume Musso, Marc Lévy, Catherine Pancol, voilà. Par exemple, de best-sellers. Nora Roberts aussi. Oui, des best-sellers, Musso, Lévy. Donc en fait, vous voulez écrire des best-sellers alors. J'ai pas encore terminé. Ah, il n'y a pas encore. Au niveau régional, oui. Bien sûr, Maryse Condé, Gisèle Pinault. Oui. Ernest Pépin, voilà. Vous êtes par dans exemple. La foulée de ces gens-là, d'accord. Oui, bien sûr. Et donc, alors, par contre, vous ne m'avez pas dit si vous aimez des romans policiers. Vous n'avez pas beaucoup de romans policiers. Pour l'instant, ça, on appelle des polars, en fait. Non, pour l'instant, j'aime un peu, mais... Mais ce n'est pas votre tasse de thé. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on en vient à cet ouvrage, Échappée belle. Alors, première chose, Échappée belle, c'est quoi ce titre? Alors, Échappée belle, j'ai voulu nommer cet ouvrage Échappée belle. Pourquoi? Parce que quand on lit l'ouvrage, c'est une évasion en fait. Donc, le lecteur... Évasion, ça ressemble plutôt... Enfin bon, allez-y. Enfin, le lecteur, je veux dire... le lecteur prend plaisir à lire, à découvrir des paysages de la Guadeloupe, des îles avoisinantes aussi. Oui. Donc, c'est une évasion.
Et ensuite, c'est vrai que ce titre a une autre signification. Mais bien sûr, c'est au lecteur de découvrir. Alors, voilà. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Alors, quand vous avez décidé d'écrire ce bouquin, qui est assez costaud, assez court, même si c'est pas un reproche, sur la qualité y est, au départ, c'est l'idée originale, c'est l'idée finale, ou alors vous avez hésité entre plusieurs cheminements? Voilà, j'avais déjà une idée en tête, mais c'est vrai que quand on écrit, on ne sait pas, je veux dire, on ne peut pas vraiment prévoir. Mais c'est vrai que j'avais déjà quand même une idée en tête. J'avais déjà le début et la fin en tête. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que tout au long, après, on est inspiré et ça vient tout seul. Voilà. Oui. Et à quel moment vous avez décidé de vous arrêter? Parce qu'on lisait le roman, on avait l'impression que ça n'allait pas s'arrêter, ou alors peut-être qu'il y a une suite. Alors non, parce qu'en fait moi, je préfère faire des romans uniques. Je veux pas faire de suite. Oui, c'est comme ça. C'est pas une saga. Non. Et voilà, c'est mon choix. Oui, c'est un choix. Alors, donc, on va entrer dans le cœur du sujet, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Laurence. Oui. Elle ne s'appelle pas Valérie, elle s'appelle Laurence. Et cette Laurence, vous devez avoir plein de Laurence en Guadeloupe qui nous regardent en ce moment. Des filles comme ça qui ont été amoureuses et qui se sont fait avoir. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est ça un petit peu la réalité de la jeunesse guadeloupéenne d'aujourd'hui. Oui, malheureusement. Des jeunes femmes. Je suis désolée, mais c'est vrai. Effectivement, en Guadeloupe, de nos jours, ça existe beaucoup, ce genre de... ce genre de situation existe beaucoup en Guadeloupe. Donc, c'est vrai que c'est pas général, mais ça existe. Donc, c'était mon souhait de pouvoir écrire aussi sur cette réalité en Guadeloupe. Alors, cette réalité dont parle Valérie Syracuse, que je reçois, c'est Laurence. J'ai dit quelque part, j'ai dû écrire qu'elle est gavée de crack. Oui, elle craque, quoi, finalement. Elle craque pour un bon nom, mais aussi elle craque avec le crack. Voilà, c'est ça. Et donc, cette histoire de la relation entre jeunesse, un petit peu dorée, et crack, c'est aussi fréquent que ça en Guadeloupe. C'est fréquent, mais... Dans certains milieux? Dans certains milieux, voilà. C'est fréquent aussi, oui. Donc, oui, j'ai voulu évoquer cette relation, effectivement. Mais comme je vous dis, il ne faut pas généraliser. Voilà. Toutes les jeunes femmes ne sont pas des Laurence. Voilà, tout à fait. Mais il y en a beaucoup. Il y en a quand même, oui. Donc, comme on dit toujours, un roman, c'est un tout petit peu de la réalité. Donc, ça veut dire que vous avez dû emprunter à des choses que vous connaissez. En fait, je me base sur la réalité. Vous n'avez pas tout imaginé, là? Je vous assure, j'ai tout imaginé, mais je me base sur la réalité, sur des faits réels qui peuvent arriver et qui arrivent en Guadeloupe. Voilà. Je suis partie de l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un homme et cet homme aura une influence sur sa vie et cet homme sera infidèle. Donc oui, ça existe en Guadeloupe aussi. Pas seulement en Guadeloupe. Pas seulement en Guadeloupe, non, pas du tout. Mais comme je vous dis, mon but vraiment c'est de décrire la réalité et toutes les réalités. Alors comment ce roman, puisque j'ai vu quand même que ce roman il commence à être connu en Guadeloupe, à se faire, vous-même vous commencez à être connu, à être dans la série des nouveaux romans de Ibis, vous êtes la Ibis Rouge et Édition. Ibis Rouge Édition, vous êtes la top auteur en ce moment. Non, je dis non. Porter les standards d'Ibis. Je ne dirais pas ça. En fait, on a l'impression quand même. Hein, Salon du livre de Paris, Washington, enfin toutes les librairies, tous les médias. Non, en fait, Ibis Rouge Édition a sorti justement une nouvelle collection et plusieurs auteurs ont pu présenter leur ouvrage. Donc non, je ne suis pas la seule. Oui. Et comment ça s'est passé au Salon du Livre à Paris? Très bien, ce fut vraiment une belle expérience. Vous avez été très sollicité. Oui. Il faut le dire quand même, oui. Alors oui, ce fut une belle expérience et les gens vraiment étaient très contents de retrouver la Caraïbe, la Guyane, enfin voilà, après les auteurs caraïbéens, voilà. Oui, et Valérie. Oui. Mais oui, parce que j'ai même assisté à une scène, mais enfin bon, on va y revenir au Salon du Livre où des écrivains attendaient le micro et finalement le micro n'est arrivé que vers vous. Ah oui, effectivement, oui. Vous avez dû voir ça?
Oui, oui, oui. Bon, alors, sur le style, alors, bon, pas grand-chose à dire parce que c'est fluide, ça coule bien. Ça a un petit côté thriller, je disais, rebondissement, etc. Et c'est pour la raison pour laquelle je vous demandais si vous étiez fan de romans policiers, parce que c'est vrai, l'intrigue, elle n'est pas policière, mais les rebondissements... Voilà, il y a beaucoup de dynamisme, en fait. Et le lecteur, en fait, est captivé. Il a envie de continuer, mais pour autant, je ne suis pas fan de romans policiers pour l'instant, mais peut-être qu'un jour j'écrirai un roman policier, pourquoi pas. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, ce livre, moi, je ne peux que le conseiller à des Guadeloupéens ou Martiniquais, parce qu'on est vu en Martinique et en France. Il est gros, mais il se lit très facilement. Et donc, vous êtes déjà sur d'autres projets littéraires? Sans entrer dans les secrets, je sais, les écrivains n'aiment pas toujours dévoiler. Oui, enfin, j'ai commencé un autre ouvrage et oui, mais pour l'instant, oui, on je va ne peux pas en dire plus. Avant-dernière question, pourquoi un roman qui se passe en Guadeloupe, on ne sent pas vraiment la pression guadeloupéenne dans ce roman? C'est-à-dire que c'est presque un huis clos, on a l'impression, entre des jeunes d'une société qui sont entre eux et qui font leur vie, mais la Guadeloupe, c'est juste un petit décor, c'est un choix éditorial? Non, pas du tout. On ressent la Guadeloupe. Mais comme je vous dis, l'important pour moi, c'est de décrire la réalité en Guadeloupe. La psychologie des personnages. Parmi toutes, je veux dire, parmi toutes les couches sociales. Donc, c'est important de décrire la réalité en Guadeloupe. Et c'est vrai que dans cet ouvrage, quand même, il y a beaucoup de paysages de la Guadeloupe qui sont évoqués. Il y a les villes comme Gosier, Abîme, Bémao. Il y a des coins paradisiaques. Il y a aussi des restaurants. L'alimentation de la Guadeloupe, voilà quoi, la cuisine. On compare avec votre premier roman qui était très, on a envie de dire, très engagé, on a l'impression, bon, il était écrit sous le coup de Joël Capé, vous m'avez dit à l'époque, il y a quand même une différence. Alors, mais justement, on ne peut pas toujours écrire la même chose. Il faut varier, il faut penser à tout le monde. Voilà, faut penser à l'union, voilà, c'est ça. Il faut penser à qui? Non, je veux dire, faut penser, la Guadeloupe n'est pas composée seulement d'une seule couche sociale, vous voyez. Il faut parler enfin, pour tout le monde. Voilà, c'est ça ma conception. Ça veut dire que vous n'êtes pas comme votre maître à penser, comme Zola. Vous ne faites pas la saga d'un pays et d'une famille au travers des siècles, c'est ça? Non, je pense à mon peuple, au contraire. Mais il faut varier aussi. Oui. Il faut varier. Et je pense aussi à mon peuple, puisque je passe un message. Le message, c'est justement qu'il ne faut pas toucher à la cocaïne, faut pas, et aux autres addictions aussi, voilà. Oui. Voilà. Et il faut être amoureuse. Il faut être amoureuse, mais il faut s'aimer aussi. Il faut s'aimer aussi d'abord. Voilà, il faut être amoureuse, il faut d'abord s'aimer. Exactement. Et se préserver. Voilà. Alors, ça s'adresse à des jeunes femmes principalement. Qui sont vos lecteurs finalement? Vous avez dû signer beaucoup d'ouvrages à la librairie ou bien au salon. Qui vient souvent, des hommes ou des femmes? Alors imaginez-vous qu'il y a de tout. J'ai un public assez jeune. Il y a des moins jeunes. Vraiment, les gens sont intéressés. Il y a des hommes, des femmes. Ils sont intéressés. Oui, plus de femmes. Je dirais que non, c'est... Non, c'est presque la même quantité, même, voilà. Plus de jeunes ou moins de jeunes? Alors là, je ne peux pas encore vraiment dire, mais il y a des jeunes, comme je vous disais, il y a des moins jeunes. Voilà. C'est tout public. C'est tout public. C'est interdit moins de 16 ans. Voilà, en tout cas, merci d'être venue, Valérie. Signature prévue dans les semaines qui viennent? Alors oui, j'ai une séance de signature prévue le 16 juillet à la librairie antillaise Media Store, à Destreland, de 10h à 13h. Ouais. Il y aura suffisamment de temps? 10h à 13h? Non, excusez-moi, justement, c'est de 10h à 14h. À 10h à 14h. Voilà, vous avez bien fait de me poser la question. Il y aura sûrement foule. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore allé, jetez-vous sur ce bouquin. C'est la période des vacances, on a le temps de le lire. Et de faire un petit peu une échappée. Merci. Comme on dit, une échappée belle. En tout cas, merci. Il est pratiquement 12h57. On va prendre la pause de publicité. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour développer le journal et puis pour recevoir nos prochains invités.
13h03 dans le ZCL, retour donc sur le plateau du ZCL et on va vous rappeler les titres de l'information parce que je vous l'ai dit, c'était hier la plénière et aujourd'hui la plénière du conseil régional. Hier c'était la présentation de l'audit. Tout à l'heure on va entendre Harry Chalus qui va s'expliquer là-dessus et puis deux nouvelles particulièrement tristes. D'abord, le décès d'un musicien connu en Guadeloupe, Charlie Chaumont-Lamotte, percussionniste décédé en France à l'âge de 72 ans. Et puis cet attentat, nouvel attentat, mais cette fois-ci dans l'aéroport de Turquie et avec un bilan très très lourd. Nous reparlerons de tout ça tout à l'heure et puis nous allons recevoir tout de suite après l'ouverture du journal Jocelyne Nampry qui viendra nous parler de la robe à corps. Mais oui, son robe à corps, c'est un succès, parce que j'ai oublié, mais on est qui dit que ça y est en robe à corps. Ensuite, nous recevrons le docteur Velayoudon Sefis sur, bien sûr, les vacances, mais les vacances pour les gens qui sont atteints du diabète. Comment partir en vacances quand on est atteint du diabète? Et puis, comme d'habitude, à la fin de cette session, le regard de Martine, c'est-à-dire le CSM, la culture selon Martine. Voilà, on commence tout de suite par cette plénière du conseil régional. C'était hier la présentation de l'audit tellement attendu depuis longtemps, audit qui devait normalement consacrer la catastrophe totale de la région. Que s'est-il passé en 2015, 2014-2015? Le responsable même de cet audit, Michel Kofler, est venu en direct au conseil régional faire un cours, on peut dire, d'audit. Il a expliqué comment progressivement la situation s'était dégradée à la région en 2015, période électorale oblige. Victorin Lurel a probablement utilisé des fonds qu'il n'avait pas. Il a un petit peu, c'est vrai, surendetté la région et la situation est particulièrement sensible en ce moment. La région n'est pas encore sous tutelle, mais la situation est délicate. Témoignage d'Harry Chalus qui a répondu au micro des envoyés spéciaux de ZCL, le Canal 10, c'était hier à la région. Le coût de fonctionnement de la collectivité régionale, comment pensez-vous faire? Donc déjà, en diminuant le fonctionnement, il y a des choses que nous ne ferons pas. On a commencé par, je prends l'exemple, il y avait 1,3 million qui était destiné au grand festival Guadeloupe que nous ne faisons pas. Il y a des manifestations qui ne seront pas faites. Nous allons commencer par faire des économies sur le fonctionnement. Par la suite, nous avons des contrôleurs de gestion que nous demanderons vraiment à faire un grand travail. Et nous irons aussi chercher les fonds européens. Nous allons essayer de mobiliser le plus que possible les fonds européens, notamment le fonds d'investissement stratégique qui n'est pas assez mobilisé pour pouvoir financer les travaux que nous aurons à faire par la suite. Alors, effectivement, vous avez souvent dit qu'il fallait vraiment aller en termes de priorité, donc les finances, essayer de les assainir, mais ensuite... Enfin, on a un programme à mettre en place. Il faut assainir les finances. C'est tout à fait normal que nous fassions cette audit pour que nous sachions où nous partons, qu'est-ce qu'il y avait. Il fallait que nous présentions cette audit quand même à l'Assemblée quand même délibérante, aux conseillers régionaux. Je pense que l'audit a confirmé, tout le monde l'a vu, ce que nous disions lors du vote du budget primitif. Vous avez vu à la fin, quand vous étiez en direct, que même les membres de l'opposition, après peut-être 4 ans, ont commencé à dire effectivement qu'il y a eu des dérapages de la bouche de M. Boudet. D'autres élus encore ont confirmé. C'est clair, je comprends qu'ils sont là pour défendre leur mandature. Ils étaient là. Je n'ai jamais entendu un fou dire qu'il est fou. Je n'ai jamais entendu un voleur dire qu'il est voleur. Donc ça m'aurait étonné que l'opposition dise que nous avons effectivement mal géré. C'est normal qu'ils se dépendent. Ce qui est important, c'est que nous, on le dit, il est clair, car trop souvent, quand certains ne maîtrisent pas un budget, on peut faire croire n'importe quoi à cette personne. On entend parler de 51 millions d'excédents avec des restes à réaliser. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu l'expliquer en créole. Les restes à réaliser sont engagés. On ne peut pas y toucher. Alors, il y a 11 millions d'excédents. Mais si ils avaient rattaché les 55 millions au 31 décembre, la région serait en déficit de plus de 40 millions. Et tout le monde l'a dit, on l'a expliqué. C'est vrai que nous avons aujourd'hui plus de voire 6,7 cette année de désendettement.
nous avons une capacité d'emprunt qui est très faible, donc c'est à nous de nous serrer la ceinture. Ce que nous aurions voulu faire sur peut-être 2 ans, nous le ferons sur 3 ans, 4 ans. Mais nous mettrons en place notre programme et comme je l'expliquais lors de mon discours de fin de séance, nous toucherons toutes les couches, la jeunesse, la formation, le MIR, le marché d'intérêt régional que j'appelle de mes voeux depuis 1989, les locaux aussi pour les entreprises telles qu'Iguavi, donc nous allons mettre en place. Nous prendrons un peu plus de temps, mais nous continuerons. Nous avons tablé actuellement surtout sur la formation que nous allons lancer à Marie-Galante vendredi. L'accompagnement des entreprises, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont reçu les aides de l'ARIS, l'aide régionale à l'investissement et à la création d'emplois, enfin une cinquantaine même je dirais. L'aide le plan pêche, les 1 million que nous avons dû mettre avec l'État, le département pour accompagner et aussi à la reconversion des pêcheurs et surtout ceux qu'on avait oubliés. Les planteurs qui ont été touchés par le citrus gilling que nous avons dédommagés et nous continuerons en ce sens. Voilà, on peut dire donc aujourd'hui, après la présentation de cet audit, que la campagne de 2015 est véritablement terminée. Richardus l'a dit, se met au travail. On oublie donc ce qui s'est passé. Il va falloir pendant les 2 ans qui viennent maintenir le cap. D'abord assurer ce qui avait été déjà engagé, notamment il a parlé du lycée de Bainbridge, peut-être moins du carrefour de Sainte-Rose, la route de Sainte-Rose. Mais enfin, on pense qu'au niveau de la région, les choses iront de mieux en mieux puisque l'équipe qui est en place est décidée à travailler, d'autant plus qu'elle est très attendue. On quitte donc la Guadeloupe et on se rend rapidement à Istanbul où il y a eu un attentat hier soir qui a fait 41 morts et près de 239 blessés. C'est une fois de plus, c'est à l'aéroport d'Istanbul. Parmi les morts ou les blessés, il y aurait au moins 2 Français. Et, dit-on, ce triple attentat suicide qui a frappé l'aéroport d'Atatürk à Istanbul n'a pas encore été revendiqué. Un précédent bilan officiel avait fait état de 36 morts. Parmi les blessés, je vous l'ai dit, il y a au moins 2 Français. Cet attentat n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé à Bruxelles il y a quelques semaines de cela. Cet attentat, peut-être la piste de Daesh est privilégiée, mais enfin pour l'instant, au moment où nous parlons, ces images horribles que vous voyez, nous n'avons toujours pas la moindre revendication. Autre nouvelle très triste, c'est le décès en France du percussionniste connu Charlie Chomo-Lamotte. Charlie Chomo-Lamotte avait été un grand percussionniste. Il a joué notamment dans Caraïbes Jazz ensemble avec Germain Cessé, mais il a été aussi à l'initiative de plein de partitions, de jeux avec d'autres musiciens. Il a été souvent sollicité au niveau international. Charles Chomo-Lamotte était le frère de Jean Chomo-Lamotte, journaliste très connu, lui aussi décédé il y a de cela quelque temps. La Guadeloupe perd un de ses plus valeureux percussionnistes. On imagine le retour de son corps en Guadeloupe que les musiciens guadeloupéens lui rendront l'hommage qu'il mérite. On va quitter ce domaine de tristesse, on va aller aujourd'hui c'est mercredi, c'est paradoxal, mais on va parler des mardis du tourisme. C'est une manifestation effectivement qui se tient le mardi, et Jeff Taylor était sur place, il en a rendu compte pour ZCL Canal 10. Pas la première édition, les mardis du tourisme, on en a eu quelques-unes, notamment à Pointe-à-Pitre, donc à la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, à la Chambre de commerce de Basse-Terre aussi. C'est un concept qu'on a mis en place. Vous savez qu'il y a plusieurs concepts. On a la CCI près de chez vous, on a le vendredi avec le banquier, on a les 5 jours pour entreprendre, on a les jeudis des SAP. Bref, on a choisi donc un jour par trimestre en général, certaines par mois, où on parle donc d'une thématique. Aujourd'hui, donc, on est là au Gosier pour les mardis du tourisme. C'est un concept qui a été mis en place par la Chambre de commerce avec plusieurs partenaires, notamment donc la ville du Gosier, que nous remercions d'ailleurs pour l'espace qu'ils nous ont offert, d'autres partenaires comme l'UMI, comme Pôle emploi, comme l'URSSAF, qui viennent expliquer, la CGSS, et bien d'autres partenaires, le comité du tourisme, l'office du tourisme du Gosier, pour expliquer un peu aux porteurs de projets qui sont dans la salle, là, il y a plus d'une quarantaine, qui veulent avoir des renseignements, savoir comment ils peuvent être accompagnés pour créer leur entreprise dans le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme, c'est très large.
ça ne se cantonne pas qu'aux hôtels. Vous avez donc le tourisme vert, le tourisme bleu, le tourisme aussi de la pêche, le tourisme qui a numérique. Donc ça va, c'est tout un panel qui part de l'hôtel, le gîte, en passant donc par d'autres thèmes. Alors aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour accompagner et informer de toutes les aides et les subventions possibles, le panel d'aides que nous pouvons apporter aux porteurs de projets qui souhaitent donc investir dans le tourisme. Dans un premier temps, je suis venue par curiosité et je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir donner la chance à un public différent de porteurs de projets. Et donc justement, étant une jeune femme de 33 ans, je m'intéresse à beaucoup de choses pour développer la structure du Jardin Lexina. Donc c'est pour cette raison que je suis là et aussi rencontrer différentes personnes et créer un réseau. Il y a certaines formations effectivement qui sont vraiment indispensables pour une structure. Donc du coup, ça a été vraiment intéressant d'apprendre cela. 13h14, avant de retourner à l'actualité, on va parler d'un habit, d'un vêtement qui a été souvent très connu en Guadeloupe, qui l'est toujours d'ailleurs. Je pense que beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes surtout ont porté la robe à corps que nous décrit aujourd'hui Jocelyne Nampry. Bonjour. Bonjour Danick. Vous avez choisi de parler de la robe à corps. C'est une robe traditionnelle. Elle est dépassée, ça se porte toujours? Non, elle n'est pas déplacée parce qu'il y a beaucoup de couturiers qui la reprennent, ils la réinterprètent. Donc elle n'est pas dépassée. En plus, c'est l'esprit même du costume créole, on peut dire le costume traditionnel créole. La preuve, on le voit dans les cuisinières, le défilé des cuisinières, dans certaines manifestations, on revend encore des robes à corps. Et pour se sentir créole aussi, c'est intéressant de se mettre comme ça. Mais les jeunes femmes peuvent porter des robes à corps? Je pense que c'est une robe très élégante. Donc elles peuvent le porter sans crainte et sans honte. D'accord. Et d'où ça vient cette robe à corps? Mais là déjà, je voudrais faire un petit topo historique parce qu'on ne peut pas parler de la robe à corps sans parler des autres robes qui existaient en même temps. Déjà avant la robe à corps, il faut savoir que les esclaves, on remonte plus loin à l'époque esclavagiste, quand les esclaves arrivaient, ils arrivaient tout nus. Donc les maîtres et maîtresses à l'époque qui ne pouvaient pas avoir cette nudité leur imposaient de s'habiller. Donc le premier vêtement qu'on peut dire créole, c'était la robe 3 trous. C'est-à-dire 3 trous, ça veut dire qu'un trou, c'était vraiment basique, un trou pour la tête et 2 trous pour chaque bras. Et c'était une cotonnade qui n'était pas de bonne qualité. Ensuite, avec le Code noir, malheureusement ou heureusement, avec le Code noir, le Code noir a réglementé un peu ça, l'habillement des esclaves. Donc, on imposait aux maîtres de leur offrir 2 habits par an ou bien 4 aunes de tissu. La aune, disons que c'est une ancienne mesure, la aune c'était 4 pieds, donc on peut dire que l'esclave recevait à peu près près de 5 mètres de tissu par an. De plus, si le maître était généreux, il leur donnait des vêtements ou des bijoux, etc. Et là, disons que c'est là où ça commence là. Donc il y a le premier vêtement qu'on appelait la gaule. La gaule, c'était un vêtement d'intérieur, c'était copié sous les vêtements robes de chambre des maîtres et des maîtresses de maison. Donc, elle était en cotonnade fine, simple. Et tout le monde le portait, quoi. On l'attachait au rein. Bon, c'était une robe d'intérieur. Et certaines femmes, mulâtresses, affranchies, quand elles recevaient des gens après avoir retiré leur robe à corps, elles recevaient les gens comme ça, cette tenue-là, avec tous leurs bijoux. Donc c'était l'une des premières robes. Ensuite, il y a, pour différencier aussi les jeunes filles des femmes, il y avait la robe ticolée. La robe ticolée, c'était vraiment pour les jeunes filles qui n'étaient pas mariées. Et elle était très stricte, très austère. C'était vraiment c'était basé sur l'uniforme des religieuses, des écoles religieuses. C'était très strict, ça montait au col. C'est pour ça qu'on appelait ticolet. Et elle le porte toujours le ticolet? Non, je ne pense pas parce que c'est très 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 austère. Peut-être on peut reprendre le modèle, mais je ne pense pas. Je pense que Chanel ou Lagarde avait fait un modèle avec le collet, mais non. Et les femmes et c'était une robe de tous les jours. Bon. Qu'on agrémentait, si on mettait un foulard, bon, les femmes allaient en ville avec, ou bien les vendeuses portaient ça. Et pour revenir à maintenant, on va arriver vraiment à la robe à corps. La robe à corps est apparue au 19e siècle.
bien après ces deux robes. Et elle est vraiment fastueuse parce qu'elle est faite avec 9-10 mètres de tissu. Avec combien? 9 à 10 mètres de tissu. D'accord. Ça rigolait pas, quoi. Oui. Donc vraiment, c'était toute la richesse. Et on arrivait à voir la condition des personnes, si elles étaient plus ou moins riches, par le tissu qu'ils employaient. Ça pouvait être du satin, de la soie, du coton. Plus le tissu était riche, plus la condition de la personne était élevée. C'est une robe qui apparaît après l'abolition de l'esclavage, ça? Oui, en effet. Oui, en effet, c'était après l'abolition de l'esclavage. Donc, il y avait beaucoup d'esclaves qui, étant libres, mais avaient travaillé à l'époque, qui avaient ramassé un peu d'argent, un peu d'or, bon, qui s'étaient élevés dans la société et qui pouvaient se permettre aussi d'acheter ça. Mais toutes les femmes avaient une robe à corps. Oui. Le tissu différencié, mais elles avaient une robe à corps, quoi. Donc, et en général, elle était portée, on disait une robe à corps parce qu'elle tenait bien, les 10 mètres, il y avait un corset bien resserré, mais en même temps, elle était ample devant, ce qui fait que les femmes enceintes pouvaient le mettre. On ne voyait pas leur gros ventre tout de suite. Et on relevait le côté, on pouvait faire paraître son jupon. Et là aussi, on pouvait remarquer la richesse de la personne avec le jupon. Plus le jupon était brodé, décoré, plus la personne avait de l'argent. C'était aussi une manière de se faire voir dans la société. Et elle était portée avec un foulard. On voit encore à la fête des cuisinières dans le foulard. Et à partir de 1930, par contre, le foulard a été remplacé par une cape qu'on appelait la visite. Là ? La visite, c'était le nom de la cape. Mais tout le monde ne l'avait pas adopté. Mais tout ça, c'était inspiré quand même de la mode européenne. Donc la robe à corps, c'était vraiment... C'est emblématique des Antilles. D'accord. Et cette robe à corps, c'est ce qu'on appelle la robe grand-mère? Non. Par contre, là, les gens, ils font la faute d'appeler la robe à... non, la robe à corps, c'est la robe à corps, c'est la grande robe, si on veut. La robe grand-mère, c'est une variante de la robe de la Gaule, que je disais, la robe d'intérieur, la robe de chambre. Mais la robe grand-mère, maintenant, comme je dis, c'est une variante. L'encolure est carrée, avec de la broderie anglaise, les manches courtes bordées de broderie, et elle arrive à mimmoler. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette robe à corps, elle n'est pas très sexy, quand même. Elle n'est pas en valeur les formes de la femme. Bien sûr que si, il suffit de serrer la taille. Les femmes, en plus, les femmes antillaises, elles ont un joli port de tête. Oui. Elles mettent des bijoux, elles sont bijoutées, elles ont la taille fine. Mais oui, bien sûr que oui. Que oui. Elles sont altières. Non, mais enfin, elle n'est pas mini, cette robe. Mais non, mais quand c'est mini, c'est sexy? Non, je ne pense pas. Je ne pose pas la question, je constate simplement. Non. Au contraire, les femmes avec les longs... non plus. Franchement, à l'époque, on ne pouvait pas, c'était pas de mise. J'ai vu des robes quand même qui arrivaient au niveau des épaules, des robes, je ne sais pas si grand-mère, qu'est-ce que c'était? Non, c'était quoi ça, ces robes-là? Ben, c'était toujours les robes au niveau des épaules comme moi? Oui, un peu plus, même plus bas. Ah, moi, c'est une interprétation quand même, je ne suis pas au 19e siècle, parce que si c'était au 19e siècle, l'évêché guadeloupéen ne m'aurait pas laissé sortir comme ça, parce qu'ils avaient vraiment des règles où les femmes ne devaient pas se dénuder. Donc là, c'est vraiment une interprétation. Rien montrer, finalement. Elle ne devait rien montrer comme du les tout. Musulmanes, d'accord. Oui, on pourrait dire. C'était comme les musulmanes, d'accord. Voilà, non, mais là, c'est vraiment c'est une interprétation. Même là, c'est une interprétation de la robe. Oui, là, c'est la robe à corps guyanaise. Guyanaise, c'est exactement la même chose. Là, il y a la dentelle, les manches sont longues, c'est toujours le même modèle. Mais c'est fin, c'est élégant, regardez ça. C'est élégant, mais il faut la tenir. Ben oui, mais c'est ça, parce qu'au moins quand on la tient, on a une démarche à tient, on va pas marcher vite, on fait attention à comment on marche, on est fiers, et on montre ses bijoux, on montre sa robe. Surtout que les femmes, elles avaient souffert à l'époque pour avoir une robe comme ça. Tout était dans la robe, la richesse était dans la robe. D'accord. Bien, on a bien noté. Cette robe à corps, on la retrouve dans le commerce aujourd'hui? Oui, dans le commerce, on retrouve. Il y a des personnes qui elles vont voir des couturières pour se refaire faire des modèles comme ça encore, peut-être avec moins de tissu parce que 9 à 10 mètres c'est énorme, donc elles le font avec 5-7 mètres de tissu parfois pour avoir l'amplitude. Elles se refont faire ça. Il y a comme des couturiers comme Angèle Gonfier, il y en a d'autres encore qui refont. Ce qu'on fait Dodi, c'est... Dodi c'est la spécialiste aussi, et ils refont et réinterprètent aussi.
parce que pour faire tout ce tissu, ça tient chaud et maintenant les femmes n'aiment pas être trop couvertes, donc elles réinterprètent. Oui, nous avons évolué. Elles n'aiment pas être trop couvertes et donc ils réinterprètent avec le dos un peu plus échancré devant, tout. Donc c'est très joli. En ce qui concerne les couleurs, la robe à corps traditionnelle, elle est blanche ou bien elle est colorée? Non. D'habitude, la robe à corps traditionnelle, on peut dire que au début, c'était fait avec soit de la soie, soit les mouchoirs de Cholet, c'était à carreaux. Et ensuite, avec la venue du madras, c'était en madras. Oui. Donc, mais toujours des couleurs vives. La robe blanche, là, qui est. La robe blanche, elle est guyanaise. La robe blanche était spécialisée. Parce que ici aussi, oui, après, c'est venu ici parce que nous sommes dans la Caraïbe, donc ça voyage. Mais d'habitude, la robe à corps, c'était vraiment du coton, des couleurs vives. Voilà, nous sommes aux Antilles, nous sommes des oiseaux des îles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes d'aujourd'hui? Il faut continuer à mettre la robe à corps? De temps en temps, on peut s'habiller sexy, en moulant si on veut, mais de temps en temps, on peut faire honneur à nos traditions, en remettant les robes à corps. Comme une cuisinière, c'est ça? Ben oui, en plus sexy. Bien, on a noté. Bien, voilà, c'était donc la chronique Coco et Abricots. Un dernier mot, Jocelyne? Sur la robe à corps, je dis, mesdames, habillez-vous en robe à corps, vous serez très jolie de toute manière. Ou bien, cherchez des interprétations de la robe à corps, ce sera aussi bien. Par contre, je voudrais saluer mes sponsors, Pinky Nice, comme d'habitude, pour la beauté de vos mains. Vous pouvez prendre rendez-vous au 0690 616 417 et Serre Consultant, cabinet de thérapie coaching, spécialiste en thérapie brève, en énéagramme. Et prenez contact au 06 90 200 818. Bien, merci Jocelyne Lampry. On vous retrouvera la semaine prochaine. Oui, je ne dirai pas sur quoi. Alors moi, la dernière chose que je vous dirais, c'est que pendant votre chronique, on a vu des robes à corps, mais on a vu que les femmes avaient aussi la tête attachée. Peut-être un jour, il faudra-t-il... Mais ça, c'est l'objet d'une autre chronique. Les coiffes, parce que les coiffes ont une signification, et les bijoux aussi. Donc ça, ce sera des autres chroniques, ça. On vous remercie. Il est 13h25. On prend la deuxième pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal et du ZCL. Pile 13h30, Martine est déjà là et Frisine aussi pour sa rubrique médicale. Tout à l'heure, ce sera la culture selon Martine. Le mercredi, on a 3 chroniques pour le prix d'une seule. Par contre, les titres, mais on va tout de suite vous les rappeler. Plénière hier du Conseil régional. On a entendu, on peut le dire, la déclaration d'Harry Chalus après la présentation de l'audit et la situation n'est pas très bonne, mais elle n'est pas catastrophique. Donc, les choses vont pouvoir progressivement s'arranger. Attentat à Istanbul, 41 morts et 239 blessés, on ne sait pas encore puisque l'attentat n'a pas encore été revendiqué et ça rappelle beaucoup ce qui s'est passé, l'attentat à Bruxelles, c'était il y a quelques années et puis c'était la fête du fruit à pain, on en parlera tout à l'heure, le temps justement de revenir avec Frisine Velayoudon-Sefis qui est notre deuxième chroniqueuse du jour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes à la veille des vacances et ça ne signifie pas que le diabète disparaît pour les diabétiques, mais quand même ils ont droit aux vacances. Tout à fait. Le diabète n'est pas un handicap. Oui. Il faut partir en vacances comme tout le monde, se reposer, prendre du plaisir, faire autre chose que ce qu'on fait pendant toute l'année que de travailler. Mais il y a des précautions à prendre et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, tout à l'heure. Quand un diabétique part en vacances, il part avec quoi? Des seringues, des médicaments? Comment ça se passe, docteur? Alors, ça dépend du diabète. On a vu pendant toute l'année, on a parlé du diabète de type 1, qui est le diabète qui nécessite de l'insuline, des injections d'insuline. Le diabète de type 2 traité avec des médicaments, mais il y a aussi des diabétiques de type 2 qui ont de l'insuline. Donc la priorité, le plus important, c'est de faire le point avec son médecin traitant avant de partir en vacances. Donc alors, première chose, docteur, je pars en vacances, je pars avec quoi? Dans
dans le sac à dos, dans le bagage à main, quand on va prendre l'avion par exemple, il faut évidemment ces médicaments. Donc les médicaments, les comprimés, il faut aussi l'insuline. L'insuline, c'est soit des stylos jetables, soit des stylos non jetables, et il faut tout le matériel. Voilà. Pas une seringue, non? Alors l'insuline se fait avec soit des stylos. Donc j'ai amené quelques petits du matériel pour montrer un petit peu. Oui. Donc vous avez plusieurs types de stylos. Donc je ne veux pas faire de publicité, hein, donc il n'y aura pas de nom qui apparaît, mais il y a plusieurs types de stylos, et ce sont des stylos comme ça, des stylos jetables, hein, donc quand on enlève, vous avez à l'intérieur l'insuline, et au bout on met une petite aiguille, et ça il faut l'avoir avec soi quand on a de l'insuline tous les jours. Un seul stylo ou plusieurs stylos? Un stylo suffit le temps du voyage dans le sac à dos ou le bagage à main, mais c'est vrai qu'en soute il faut avoir votre stock de stylos. D'accord. Et généralement une boîte de 5 stylos peut suffire quand on passe des vacances hors de la Guadeloupe. D'accord, alors ça c'est sous la prescription du médecin. Alors ce qui est très très important, c'est qu'il faut dans votre sac à main avoir l'ordonnance du médecin avec vous, toujours. Sinon vous ne passez pas la douane. Si vous avez un stylo comme ça et que vous n'avez pas l'ordonnance du médecin, on peut vous garder votre stylo. Donc toujours avoir l'ordonnance. L'ordonnance elle doit être récente, donc moins de 3 mois, soit renouvelée par le médecin traitant, soit le diabétologue. Pensez au vaccin, parce que c'est important, à la vaccination, l'hépatite B, le vaccin contre la grippe et d'autres vaccins, donc faites le point avec votre médecin traitant pour ça. Et en plus de ce stylo d'insuline, il y a l'appareil. Vous vous rappelez, on avait parlé de l'appareil pour faire les contrôles au bout du doigt, et donc ces petits appareils, en général, ils sont dans un petit kit comme ça, où il y a le lecteur, et il y a le petit instrument qui est l'autopiqueur, et qui permet de se piquer au bout du doigt. Et ça, il faut l'avoir avec soi aussi. Et pourquoi il faut se piquer au bout du doigt Alors, quand on se pique au bout du doigt, on a une petite gouttelette de sang. Et grâce à cet appareil, donc quand on met la petite goutte de sang sur la bandelette qui va entrer à l'intérieur de l'appareil, on va avoir une idée de son taux de sucre. Voilà, c'est la seule façon d'avoir une idée de son taux de sucre. On peut être à 4 grammes et se sentir très bien, on peut être très bas et se sentir très bien, et donc il faut contrôler. Surtout, vous savez, les avions ne sont pas toujours à l'heure, les bateaux non plus, et s'il y a un retard, ça peut être embêtant. C'est quoi exactement? C'est ce qu'il y a dans le sang Voilà, c'est ça. Le taux de sucre, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Donc ce taux de sucre, on peut l'estimer avec la petite gouttelette de sang. C'est pas la peine de faire une prise de sang, voilà. Et quand on est diabétique, le taux de sucre, il est plus élevé que la normale. Donc on avait parlé 1,26 g. Au-dessus d'1,26 g dans une prise de sang à jeun, on est diabétique. Et donc, quand on contrôle ce petit, avec l'appareil, cette glycémie, ce taux de sucre dans le doigt, on a une idée du sucre qu'on a dans notre corps. Et donc, quand un diabétique prend ses médicaments, il doit en général être entre 0,80 g et 1,20 g. Ça dépend de l'âge, on en a parlé aussi. Et donc, le seul moyen de savoir, là, je vais prendre l'avion a du retard, est-ce que je suis en hypoglycémie, est-ce que je peux manger, est-ce qu'il faut que je fasse mon insuline maintenant? Le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir ce lecteur, et il doit être à portée de main. Et là aussi, il faut absolument ce lecteur avec des piles? C'est un lecteur avec des piles, c'est une bonne question, et il faut avoir des piles de rechange, tout à fait. Donc les piles de rechange, évidemment, ce n'est pas une prescription du médecin, ça ne va pas figurer sur votre ordonnance, donc il faut absolument avoir des piles de rechange, et il faut aussi que sur l'ordonnance, il y a le nom du lecteur. Voilà, parce que pour passer les portiques, c'est important. Oui. Bien. Autre matériel à emporter? Alors, j'avais ramené des petites lancettes jetables. Ça, c'est très pratique quand on est en vacances. Il y a plusieurs types plusieurs marques. Ce sont des lancettes qui permettent de ne pas avoir le gros autopiqueur comme ça, avec la nécessité de tout le temps changer les petites aiguilles qui sont à l'intérieur. Donc ça s'utilise qu'une seule fois. Et ce qui est très important à avoir, donc je n'avais pas de gros de modèle adapté aux vacances, on va dire. Donc j'ai ramené ce gros modèle. C'est ce qu'on appelle le container à aiguille et à lancette. Donc c'est un petit container dans lequel il va falloir mettre tous vos déchets
avec du sang dedans. Donc les aiguilles, les lancettes. Pour éviter la contamination. Pour éviter la contamination, parce qu'on peut avoir une amende effectivement si on jette comme ça dans une poubelle normale. Donc ça se ferme quand c'est rempli. Et il y a des sites dépositaires, des pharmacies où on peut déposer après, qui sont mis en place dans toutes les régions de la France. Et ce modèle, il existe en plus petit. Donc vous avez des tout petits modèles qu'on peut mettre dans la version voyage. Voilà, quoi. La version voyage. Donc il faut vous rapprocher de votre pharmacie. Et généralement, dans un petit sac comme ça, isotherme, tout rentre. Voilà. Donc il faut absolument que ce matériel, il faut le vérifier, il faut qu'il soit récent, vérifier les dates de péremption. Ça c'est très important parce qu'il y a aussi des dates de péremption sur le matériel. Du point de vue administratif, il y a des formalités particulières ? Alors, du point de vue administratif, ce qu'il faut vérifier, c'est d'abord vos vaccins, je le disais tout à l'heure, l'ordonnance évidemment, la carte d'assurance, parce qu'on peut voyager en France métropolitaine, mais on peut aussi voyager en dehors, en international. Donc, il faut une assurance. Oui. Toutes les assurances n'incluent pas la prise en charge du diabète. Il y a des clauses, donc ça, il faut vérifier. Il faut avoir sa carte de sécurité sociale, évidemment. Il faut vérifier aussi que l'ordonnance, comme je le disais tout à l'heure, soit récente. Pensez à faire rédiger l'ordonnance en anglais aussi, en français et en anglais, parce qu'on est à l'international. Est-ce que les médecins parlent anglais ? En principe, on se débrouille quand même. On est censé se débrouiller. Yes, of course. Et du coup, il faut absolument qu'il y ait une version anglophone quand on part hors de la France. D'accord. Ordonnance de secours, je vois aussi. Voilà. Diabétique. Voilà, l'ordonnance de secours. Alors, c'est un petit détail, mais quand on voyage à plusieurs, il faut penser à mettre un petit peu de matériel dans le bagage de l'accompagnant. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des vols, il peut y avoir des pertes de bagages, et donc il faut un petit peu dispatcher pour que dans la famille, quelqu'un puisse avoir un stylo de recours. Ce que je n'ai pas dit qui est très important aussi, mais les diabétiques qui sont sous insuline connaissent très bien ce produit, mais sans doute d'autres diabétiques ne le connaissent pas. C'est le glucagon. C'est un petit kit qui s'appelle le glucagène kit, qui est ceci, qui est indispensable quand on a de l'insuline uniquement. Donc les personnes qui sont sous insuline, qui ont trop d'insuline ou qui n'ont pas mangé ou qui ont sauté un repas ou qui font trop d'activités peuvent faire des hypoglycémies. Les hypoglycémies, c'est quand le taux de sucre il baisse. Quand le taux de sucre il baisse, on peut se sentir pas très bien, la tête qui tourne, on voit un petit peu flou, et parfois il peut y avoir des comas, c'est-à-dire qu'on perd connaissance. Voilà, il y a un malaise, on perd connaissance, et quand un sujet a du diabète, il faut qu'il ait une petite carte dans son portefeuille. La petite carte, je suis diabétique et j'ai mon kit glucagène, qui est une petite seringue que tous les membres de la famille doivent savoir utiliser. Donc c'est pour ça que je disais, il faut absolument vous rapprocher de votre médecin. Ça se présente comme ça. Et donc c'est un petit flacon où il y a le produit. Ce produit-là, il va vous resucrer en piqûre. Donc quelqu'un qui a fait un malaise, qui est dans le coma et qui n'est pas conscient, on ne peut pas lui donner du sucre ou un jus de fruits, quelque chose à manger ou à boire, il ne pourra pas. Et donc, n'importe qui est capable de faire cette petite piqûre. Il suffit juste avec la seringue qui est ici, qui contient un dissolvant, un liquide. Au bras, la jambe, fesses. On l'a fait au bras, aux cuisses, à la fesse, n'importe où. C'est du sous-cutané, donc voilà, il faut juste éviter. Non, pas besoin, ni d'être médecin, ni d'être infirmier. Il faut par contre que votre médecin vous l'ait montré avant le départ. Il faut éviter de piquer dans les petites veines. Les petites veines, on les voit en général. Et donc, on aspire le produit qui est dans ici la poudre. On l'aspire. On secoue ici la petite seringue et paf, on fait la petite piqûre au bras. Voilà. Et ça permet vraiment d'éviter un coma qui peut être fatal. Donc, le glucagène kit, tout diabétique sous insuline doit l'avoir dans son petit bagage. Vous avez vu, c'est tout petit et ça fait partie du matériel indispensable quand on part en voyage. Alors, on a parlé quelquefois de pompe à insuline. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une pompe à insuline quand on part ? Quand on part en voyage et qu'on est porteur d'une pompe à insuline, c'est pas une contre-indication au voyage du tout. En général, les personnes qui ont une pompe à insuline savent la manipuler. Par contre, là encore, il faut penser au matériel en fait, tout simplement. Parce que le matériel, la petite pompe, c'est un petit appareil qui va être relié à votre peau. Généralement, on la pose ici au ventre et il y a un petit fil, un petit cathéter qui relie l'insuline de la pompe à votre corps. Et ce cathéter, il faut penser à prendre des cathéters de rechange, même dans l'avion. Donc là encore, sur l'ordonnance, le médecin doit vous mettre
qu'il y a des cathéters, parce que quand vous passez à la douane et qu'ils voient le matériel, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce bidule, il y en a qui ne connaissent pas. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc il faut avoir des cathéters de rechange, il faut aussi avoir des piles de rechange. Oui. Et donc là, les piles, faut les avoir à l'avance. Et il faut avoir des cartouches. Donc ce ne sont pas des stylos comme ce que je vous ai montré, ce sont des petites cartouches Nasul'in qu'on va pouvoir remettre quand la pompe est vidée. Et donc la pompe n'est pas une contre-indication au voyage, au contraire, il faut juste savoir adapter aussi les bolus, c'est-à-dire ce qu'on va s'injecter, à savoir manipuler la pompe. Donc il y a tout un petit récapitulatif, ça se prépare un départ en voyage. Alors, en résumé, est-ce qu'on peut dire qu'un diabétique peut aller n'importe où dans le monde? Oui. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Oui. On a un confrère en particulier qui fait des choses extraordinaires avec les sujets diabétiques, qui a déjà fait l'Himalaya, qui fait des randonnées incroyables. Et ce dont on n'a pas parlé, qui est très important, ce sont les chaussures. Oui. Parce que, vous savez, on ne peut pas, quand on est diabétique, avoir n'importe quel type de chaussures. Parce qu'on peut se blesser. Les chaussures de maintenant, même si elles sont très jolies, très sympas, il y a souvent du matériel qui peut déchirer la peau, qui est fragilisée, qui peut abîmer, faire des ampoules. Et quand on a un diabète, on est un petit peu plus fragile au niveau des pieds. Donc, il faut des chaussures adaptées. Quand on va faire de la randonnée, on ne va pas mettre de tongs, par exemple. Oui. Quand on part longtemps, toute une journée, on met des chaussures fermées. On a passé la main dedans pour vérifier qu'il n'y a pas de petits grains de poussière qui pourraient causer une petite plaie. Donc, il faut des bonnes chaussures. Et là aussi, il faut en parler à votre médecin traitant, à votre diabétologue. Et en principe, tout se passe bien. Et pendant son séjour, le diabétique peut manger n'importe quoi? Alors, je ne peux pas vous laisser dire qu'il peut manger n'importe quoi. Non, alors. Un jour, on fera une chronique sur l'alimentation du diabétique. Oui. C'est vrai qu'en vacances, on a envie de se faire plaisir, parce qu'on part à l'étranger, on découvre la cuisine, c'est aussi du tourisme, le tourisme culinaire, et donc il faut adapter son alimentation. Alors là encore, la règle de l'assiette santé. La moitié de l'assiette des légumes, des fibres, donc des légumes verts, des crudités, et l'autre moitié, un quart, de la viande, du poisson, de la volaille, et l'autre quart des féculents. Alors, il faut éviter quand on part en vacances de prendre tout ce qui est frit, les produits qui sont frits dans l'huile, tout ce qui est gras, tout ce qui est charcuterie. On va trouver des crudités et des légumes dans tous les pays du monde, donc ça c'est faisable. Des féculents aussi. Alors c'est vrai que ça peut être cuit un petit peu dans la graisse, etc. D'où l'importance d'avoir son lecteur, d'où l'importance d'avoir ses stylos, parce qu'on peut faire un peu d'insuline en plus si on a envie de faire un petit écart. Donc tout est possible, il faut juste faire un petit peu le point de tout ça avec votre médecin, je le répète. Voilà. On va le redire une dernière fois, diabétique, quand vous partez, consultez simplement votre spécialiste, votre médecin traitant. Et il y a tout un matériel qu'il faut avoir, qu'on a vu, la seringue, bien sûr le stylo, le cathéter, le lecteur, la petite trousse. Et j'ai oublié ça. Un peu de sucre quand même. Et j'ai oublié, voilà. Alors, préparez vos vacances, c'est surtout ça. Préparez vos vacances. Mais comme tout un chacun, normalement, quand on part en vacances en famille, on les prépare. Le petit sucre pour se resucrer quand on a une hypoglycémie. Voilà, quand le taux baisse et qu'on peut se resucrer, pensez au petit sucre. Comme ça ou dans de l'eau? On peut le prendre comme ça, on peut le diluer dans un petit peu d'eau. Donc 3 morceaux de sucre, des petits sachets comme ça pour faire un petit clin d'œil à l'aspect local. Mais voilà, pensez aussi à vous resucrer. D'accord, on l'a noté. Merci docteur, on va vous retrouver la semaine prochaine peut-être. On avait dit que c'était peut-être la dernière chronique. On va laisser le suspense aux téléspectateurs. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire sur le diabète. Alors justement, puisqu'on parle de diabète, je ne sais pas si c'est une contradiction, une contre-indication. C'était la fête du fruit à pain. Est-ce que le fruit à pain fait partie des légumes qu'on peut ingérer quand on est diabétique? Tout à fait. Voilà. C'est le sujet. C'est la quantité qui compte. C'est la quantité qui compte. Mais c'est le sujet qu'on va découvrir tout de suite. Il est 13h44. Jeff Taylor était à la fête du fruit à pain. On va voir un peu ce que ça a donné. Reportage. Réconcilier les Guadeloupéens avec le fruit à pain. Mais il faut être honnête. Il y a déjà un travail qui a été fait par d'autres personnes, je ne vais pas les citer pour éviter d'en oublier. Donc nous continuons un travail qui a été fait, nous sommes à la 2e édition de la fête du fruit à pain et cette exposition propose une dimension académique et littéraire, une dimension culinaire et une dimension économique.
Et nous avons beaucoup pensé aux enfants en préparant cette exposition. Quand vous la parcourrez, vous verrez que nous avons prévu des pauses avec des questions, avec des jeux, avec des images appropriées aux enfants. Ah là là, le fruit-à-pain, c'est une longue histoire d'amour entre les Guadeloupéens et le fruit-à-pain, je dirais. Les gens qui ont vécu au début du XXe siècle, on mangeait beaucoup de fruit-à-pain, c'était le plat de tous les jours. Et puis après, on s'en est fatigué parce que il n'y avait que ça, enfin c'était surtout ça. Donc à force d'en consommer, on s'en est lassé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis quelques années, on redécouvre le fruit-à-pain et vous verrez qu'on peut préparer des choses excellentes avec le fruit-à-pain. Aussi bien pour une entrée que pour le plat, que pour les desserts. Le fruit-à-pain est effectivement bon pour la santé. C'est Madame Marie-Gustave qui saurait en parler, mais je dirais, je répéterai un peu de ce qu'elle dit. Le fruit-à-pain contient la vitamine C, il contient du fer ou il permet d'assimiler le fer. Enfin, le fruit-à-pain est aussi sans gluten, donc les personnes qui n'assimilent pas, qui ont une intolérance au gluten, sont très heureuses de pouvoir consommer du fruit-à-pain. Nous leur conseillons de venir faire un tour à la médiathèque et nous serons très heureux de les recevoir. Un truc à l'antenne, on va essayer. Je vais voir, mais on sera le 7, on verra. Voilà, il est pratiquement l'heure de la chronique culturelle de Martine, la culture selon Martine. Bonjour Martine. Bonjour Danick. Et donc, comme chaque mercredi, Comme chaque mercredi. On va faire un petit peu le point de ce qui doit se faire, ce qui se fera ou ce qui ne se fera pas. En tout cas, ça sera sans doute un tout petit point parce que cette semaine a été mouvementée pour moi, aujourd'hui extrêmement mouvementée, vous le saurez pourquoi tout à l'heure. Et puis, en réalité, je me suis posé une question, Danick, grave pour moi, puisque nous sommes dans cette problématique au niveau international, ZCL BRICS ou non? Non, il est question beaucoup en ce moment de on en sort le Brexit, on n'y est pas, donc ZCL, bon, je me suis dit j'y vais pas aujourd'hui, il faut y être, je me suis dit il vaut mieux y être, il s'y passe des choses, donc absolument pas de exit du ZCL, moi absolument. Je reste, je même suis donc ZCL in, it's for me. Bon, tu as vu, j'ai mis un joli t-shirt avec des couleurs. Miami, c'est ça? Vous revenez de Miami? Oui, je suis allée faire un tour. Il y a déjà un petit moment, je l'ai déjà mis ce t-shirt-là. Alors, il paraît que la semaine prochaine, c'est la dernière émission, en tout cas pour le ZCL. Donc pour la saison. Pour la saison, bien évidemment. On revient en septembre, on revient encore plus fort, encore plus nombreux. Voilà. Et plus pétillant. Plus pétillant, vous allez entendre parler de nous. Oui. Alors, j'ai dit que là, c'était le exit, mais nous, on est in, toujours, de plus en plus fort avec le ZCL. Donc, on continue. Tant pis pour les Anglais, ils commencent à s'en mordre les doigts et on leur dit également, écoutez, vous pouvez pas faire votre marché en disant je prends ça, je prends ci, etc. C'est quand même étonnant. Moi, je fais pas de politique là dans le magazine culturel, mais aujourd'hui, on peut faire une petite encoche, tout simplement pour dire que je crois que oui, ils sont en train de s'en mordre les doigts. Ils ont perdu un film. Ils ont perdu un film. Enfin, il y a quand même beaucoup d'Anglais qui ne sont pas d'accord avec cette sortie. Donc, suivons l'actualité de près et nous verrons. On parlait de ballon rond la semaine dernière aussi. Le ballon rond, nous y sommes toujours. Comme quoi, tu vois, il faut qu'on soit in. La France est toujours in. Il ne faut pas perdre son fil. On est toujours in dans le ballon rond. Poursuivons également là, notre avancée. Alors, un sommaire du jour relativement court. Je commence toujours par une petite mise en bouche. On va se détendre les zygomatiques. Sourire, et pour sourire, de quoi il s'agit? Les tendances du moment, toujours avec des petites images glanées à droite à gauche pour vous faire sourire et rire. Alors ces petites images, eh bien c'est parti, on y va avec une petite série que je ne sais pas si elle passe déjà pour vous les commenter, des images qui vont pas tarder. Voilà, c'est pour dire qu'on se plaint toujours, il y a de la circulation chez nous, on n'a pas d'argent pour acheter une voiture. Vous voyez qu'il y en a qui savent s'organiser, et là c'est au moment des enfants. Là c'est un monsieur, il se déplace avec son chien, vous voyez, le vélo est très pratique pour se déplacer en ville. Et quand on n'a pas d'argent pour acheter
la voiture, on fait la manche, mais regardez, chien et chat, ça se fait en famille. Donc le chien a compris qu'il fallait qu'il aide, et là toujours la famille au grand complet sur une motocyclette. C'est une moto familiale. Ça c'est ce qu'on appelle la moto familiale. Donc papa, maman, bébé, grand-mère et arrière petits-enfants. Vous voyez, il faut, quand c'est l'heure du repas, on est dressé pour venir le chercher, et vous voyez qu'en Chine, les chiens sont bien éduqués, ils viennent avec leur gamelle et c'est en ordre, c'est pas dispersé, on est bien organisé. Et enfin, pour faire un petit clin d'œil à notre pays, il y a des gens qui se plaignent qu'il y a des taureaux, des vaches, des bœufs dans les ronds-points. Vous voyez, il y en a même sur les motocyclettes aussi, et ils ont également la nourriture qui va avec, comme ça ils ont tout sur place. Bon, celle dernière, je l'ai trouvée tellement fun que j'ai pas pu m'en empêcher. On se demande comment on peut laisser quelqu'un sortir comme ça pour pousser quelqu'un avec des... C'est un homme, une femme? C'est un homme, quand même. Même s'il ressemble à une femme de loin, il y a quand même la barbe naissante, les muscles qui sont quand même bien présents, la force du poignet, et puis les questions également, tu vois, d'engins quand même redoutables. Là, ça tire à balles blanches, mais quand même, quand même. Donc voilà, c'était le petit zap culturel pour mettre le sourire, parce que j'avais aussi un petit hommage rapide à faire à Charlie, à Charlie Chamereau-Lamotte. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. On en a parlé un peu. On trouve très peu de vidéos de lui. C'est vrai. C'est incroyable, ça. Et moi, j'ai eu la chance de travailler un court instant avec lui lorsque je m'occupais du groupe de jazz de comment il s'appelle, Jocelyn Ménard. Donc, on a fait un concert ensemble. Donc, j'ai cherché, mais j'ai pas eu le temps entre hier et aujourd'hui de chercher les photos. Et peut-être ai-je une petite vidéo. Il faut que je vois. Donc, en tout cas, c'était pour faire un petit coucou, un hommage à ce grand percussionniste qui nous a quittés hier, et par conséquent j'espère que j'aurai l'occasion la semaine prochaine de revenir avec des images de ce qu'on a pu faire. Ce serait bien, parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup d'images. Moi j'ai cherché aussi, j'ai pas vu grand chose, donc j'avais une image que j'ai trouvée sur le net, mais c'est vrai que ça manque, et c'est là où on se dit que pour les grandes personnalités, c'est quand ils sont là qu'il faut faire des articles, qu'il faut parler d'eux, qu'il faut aller faire des tournages, faire des documentaires. On le fait pas assez en Guadeloupe, donc c'est un appel que je lance. Il nous faut faire ce qu'on appelle de la base de données sur nos artistes, nos grandes personnalités, et ce qu'on appelle les marqueurs de notre histoire. C'est pas après c'est trop tard. Allez, Big Event, j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'en reparle parce que Charité est bien ordonnée, et puis en plus de ça, on est dedans. Alors, ce soir, on ouvre donc l'exposition Graffiti Art. Ça se passe. Jeu de mots. A-W-L, le art. Graffiti art. Tao aussi. C'est Tao. C'est en moi, mais c'est Tao. Mais c'est en nous toutes. 6e édition, avec une exposition qui s'ouvre ce soir au pavillon de la ville, à Pointe-à-Pitre, avec 6 graffeurs qui exposent, dont un qui arrivera dans 2 jours, le graffeur invité Yellow, et qui accrochera ses toiles après, mais surtout qui profitera pour nous faire une performance en live, donc une création de toiles sur site. Et il y aura quelques surprises donc à découvrir lors de ces 10 jours d'exposition, donc du 29 juin au 10 juillet. Un graffiti en public à Sainte-Anne, je crois. Alors il y aura également le 9 juillet, donc à Sainte-Anne, en plein air, donc un grand mur du stade qui va être poursuivi, puisque nous avions déjà commencé l'année dernière. C'est là, on va faire une fresque collective. Il y aura 12 graffeurs pour l'instant qui sont inscrits sur cette fresque de près de 50 mètres de long. Donc un bel espace. Donc je vous recommande de venir voir ça. Le matin, il y aura des initiations pour les jeunes, pour les petits, et puis les graffeurs donc en live vont faire cette fresque. Et puis une petite précision aussi, même si le public n'y est pas invité, cette année le festival entre en prison, enfin en tout cas dans les murs, et nous aurons à rencontrer des détenus, des jeunes détenus, où il y aura là aussi une animation, masterclass avec des jeunes et des moins jeunes, avec 4 graffeurs qui vont passer toute une journée avec eux pour créer des œuvres qui feront l'objet d'une exposition itinérante par la suite. Voilà pour tout ça. Et puis j'ai quelques petits agendas, si on a encore 3 minutes. On a encore 3 minutes. 3 minutes, c'est impeccable. Credo, nouvelle exposition de Joël Nankin. C'est en ce moment. C'est à Morne-à-l'Eau, dans son atelier à Morne-à-l'Eau. Donc allez voir, c'est toujours très intéressant. Et là, d'autant plus qu'il fait un hommage, il consacre cette exposition au thème du Marie-Galantais Guy Tyrolien, auteur du Credo. Et samedi, dimanche 3 juillet, à Morne-à-l'Eau, c'est jusqu'au dimanche 3 juillet, pardon. Le vernissage a déjà eu lieu. Mais vous avez encore plein de choses à voir. Il y aura des lectures, il y aura des échanges de poésie, etc. Donc l'expo de Nankin, c'est du 25 juin au 3 juillet, l'entrée est libre et il y a des visites pédagogiques pour les enfants aussi. 5e édition de l'association Kiltila, et elle vous attend le 2 et le 3 juillet. On a encore un petit peu de temps.
Mais c'est intéressant, c'est à Saint-François pour un week-end culturel avec Pascal Moesta, on le connaît tous, qui va lui animer. Et puis surtout, il y aura un village artisanal et c'est tout autour du BEF. C'est BEF-là qui est en mi-temps animation là. Ça, après BEF-là, c'est vous. Après BEF-là, c'est vous. Plutôt. démonstration d'attelage de bœuf, démonstration et apprentissage de conduite de charrette. Le bœuf en toute sauce parce qu'il n'y a pas un événement où on ne sache manger et profiter des bonnes choses de la vie, donc dégustation de plats cuisinés autour du bœuf en toute sauce, animation bien sûr DJ, mini course de charrette, des remises de prix d'animation et du carnaval. Donc tout ça jusqu'au 3 juillet et c'est à Saint-François. C'est tout. C'est tout, j'ai encore un truc. Juste un truc. Bon, un truc, allez vite. Des places de ciné à gagner, vous pouvez m'appeler. Et le Festival international des traditions croisées, c'est du 6 juillet au 10 juillet. Ben, je reparlerai. C'est à Sainte-Rose, ça. C'est à Sainte-Rose. Avant, ça s'appelait c'était le Festival Folklore et Tradition. Donc maintenant, ça s'appelle Festival international des traditions croisées. C'est place de la Verdure sur le bourg à Sainte-Rose. Et j'en reparlerai, mais il y a la Roumanie, l'Indonésie, le Tartastan, le Tahiti avec les Vaïnés, à ne pas confondre avec Vaïnés, c'est gonflé. Pérou, Brésil, Chili et la France, tous sont là pour nous montrer leur tradition et leur culture. Voilà, 13h58, le culture selon Martine est terminé. Le journal aussi terminé. Je rappelle, si vous ne l'avez pas vu, qu'on a présenté aujourd'hui cet ouvrage qu'il faut lire. Ça s'appelle Échappée belle. Et l'auteur était en présence, était avec nous ici, Valérie Syracuse. Et puis rapidement les titres plénières hier sur l'audit du Conseil régional. Attentat à Istanbul, 41 morts, 239 blessés, dont 2 Français. Et puis c'était la fête du fruit à pain. Et puis si vous êtes diabétique, vous avez raté l'émission www.zcl.tv. Vous pouvez tout savoir avant de partir en vacances si vous êtes diabétique. Voilà, on a tout dit. Et puis on a parlé aussi de la Robaco, bien sûr, ce qui revient à la mode. Vous avez apporté des Robaco, Marie? J'en ai 2-3 quand je fais des animations, des remises de prix. Ben oui. Voilà, ben c'est Justine Nampry qui nous en a parlé. Voilà, c'est terminé. Réalisation aujourd'hui, c'était Zébris. Demain, on se sera Zébris et on se retrouve demain pour la suite du ZCL qui se prolonge encore jusqu'au 8. Vous avez encore à nous subir. Pas fin, nous là. Allez, au revoir, à demain.